Durant les combats en Sicile au cours de l'été 1943, les forces allemandes capturèrent du matériel radio américain qui allait les contraindre à affronter une vérité dérangeante. Parmi les objets saisis se trouvait un petit boîtier vert olive avec une antenne télescopique qui servait également d'interrupteur d'alimentation. Il tenait dans une main 5 tubes à vide miniatures, un seul cristal de quartz pour le contrôle de fréquence. L'ensemble de l'appareil pesait moins de 2,5 kg. Les experts en transmission allemands examinèrent l'équipement capturé et rédigèrent une évaluation officielle. Ils décrivirent la radio portative américaine comme extrêmement efficace. Sa légèreté, sa petite taille, son efficacité et sa portée en faisaient un équipement idéal pour les observateurs avancés et les compagnies. Il n'avait rien de comparable. À 11 000 km de là, dans une usine située au 4545 West Augusta Boulevard à Chicago, un ingénieur réfugié polonais nommé Henryk Magnuski perfectionnait les schémas de circuit pour une radio encore plus avancée. Celle-ci était un appareil dorsal qui utilisait la modulation de fréquence au lieu de la modulation d'amplitude. Elle pouvait percer à travers les parasites des moteurs de chars et des explosions d'artillerie. Elle pouvait atteindre 13 km en terrain dégagé, et les usines américaines les produisaient par dizaines de milliers. Les experts allemands qui examinaient cette radio portative capturée ne comprenaient pas encore pleinement ce qu'ils avaient sous les yeux. Ils avaient sous les yeux la raison pour laquelle l'Allemagne allait perdre la guerre. L'erreur de jugement avait commencé bien avant que le premier coup de feu ne fût tiré. Les services de renseignement militaires allemands compilèrent des rapports sur la capacité industrielle et les aptitudes technologiques américaines tout au long des années 30. Les conclusions étaient remarquablement constantes. L'Amérique était une nation d'hommes d'affaires et de consommateurs, pas d'ingénieurs et de guerriers. Ses usines fabriquaient des automobiles et des réfrigérateurs, pas de l'équipement militaire de précision. Son peuple s'était installé dans le confort durant la longue paix et manquait de la discipline technique requise pour la guerre moderne. Hitler lui-même partageait ce mépris pour l'Amérique. En janvier 1942, quelques semaines seulement après Pearl Harbor, il déclara à son cercle intime qu'il ne voyait pas beaucoup d'avenir pour les Américains. C'était un pays décadent, dit-il. Ils avaient leur problème racial et le problème des inégalités sociales. Comment pouvait-on s'attendre à ce qu'un État comme celui-là tienne le coup? Son dédain reflétait un échec allemand plus large à prendre au sérieux les capacités américaines. Hermann Göring, chef de la Luftwaffe et l'un des plus proches confidents d'Hitler, qualifia les déclarations américaines sur la production de pure fantaisie. Lorsque le président Franklin Roosevelt annonça en mai 1940 que les États-Unis produiraient 50 000 avions par an, le haut commandement allemand éclata de rire. En 1939, la production américaine d'avions militaires avait été inférieure à 3 000 appareils au total. L'idée que cela puisse augmenter d'un facteur de près de 20 semblait absurde. Les planificateurs allemands rejetèrent les déclarations américaines sur leur potentiel industriel comme de la propagande. Lorsqu'ils examinèrent l'équipement militaire américain dans les années précédant la guerre, ils le trouvèrent convenable, mais sans éclat. Les chars américains étaient faiblement blindés. Les avions américains étaient compétents, mais pas exceptionnels. L'artillerie américaine était conventionnelle. Rien ne suggérait que l'Amérique possédât un quelconque avantage technologique décisif dans les domaines que les Allemands considéraient comme importants. Ils mesuraient les mauvaises choses. Ils regardaient les chars, les avions et l'artillerie, les symboles visibles de la puissance militaire. Ils ne regardaient pas l'infrastructure invisible qui faisait fonctionner les armées modernes. Ils ne comprenaient pas qu'une radio assez petite pour tenir dans la main d'un soldat pouvait compter davantage qu'un régiment de chars. L'histoire de la supériorité radio américaine ne commence pas sur un champ de bataille, mais dans un laboratoire universitaire. En 1930, un professeur de l'université Columbia nommé Edwin Howard Armstrong déposa une demande de brevet qui allait remodeler les communications militaires pour toujours. Le brevet fut accordé le 26 décembre 1933. Armstrong était déjà l'un des inventeurs les plus célèbres d'Amérique. Durant la Première Guerre mondiale, alors qu'il servait comme capitaine du corps des transmissions à Paris, il avait inventé le récepteur super-hétérodyne, l'architecture de circuit qui allait devenir le fondement de pratiquement chaque radio construite pendant le siècle suivant. Il avait également inventé le circuit régénératif et le circuit super-régénératif. 3 des 4 innovations fondamentales de la radio étaient nées de son esprit. Mais sa 4e invention allait se révéler la plus déterminante. Armstrong l'appela « modulation de fréquence à large bande » ou FM. Au lieu de faire varier l'amplitude d'une onde radio pour transporter l'information, la FM faisait varier la fréquence. La différence semblait technique et obscure. Elle n'était ni l'un ni l'autre. La radio AM conventionnelle fonctionnait en faisant varier la puissance d'un signal radio.
Un signal plus fort représentait une partie de l'onde sonore, un signal plus faible en représentait une autre partie. Cette approche était simple et bien comprise, mais elle avait un défaut fatal. Toute source d'interférence électrique, de la foudre à l'allumage des moteurs en passant par les machines environnantes, pouvait affecter l'amplitude d'un signal. L'interférence se mêlait à la transmission voulue, créant les parasites qui affligeaient chaque émission AM. La FM fonctionnait différemment. Au lieu de faire varier l'amplitude, elle faisait varier la fréquence elle-même. Le récepteur était conçu pour ne répondre qu'aux changements de fréquence, ignorant entièrement les variations d'amplitude. Cela signifiait que les interférences électriques, qui affectaient l'amplitude, étaient tout simplement filtrées. Le 6 novembre 1935, Armstrong se présenta devant l'Institut des ingénieurs radio à New York et fit la démonstration de ce que la FM pouvait accomplir. Il transmit des sons qui étaient méconnaissables sur la radio AM conventionnelle. Un verre d'eau que l'on verse, du papier que l'on déchire, le froissement d'un tissu, un piano jouant avec une clarté cristalline. L'auditoire resta assis dans un silence stupéfait. Jamais il n'avait entendu une telle fidélité dans une transmission radio. La FM d'Armstrong éliminait le souffle et les crépitements qui affligeaient chaque émission AM. Elle supprimait les interférences provenant des équipements électriques, des systèmes d'allumage des moteurs et des parasites atmosphériques. La démonstration marqua le début d'une révolution dans la technologie radio. Les implications pour les communications militaires étaient profondes. Un champ de bataille est le pire environnement possible pour la radio. Les moteurs de char génèrent un bruit électrique massif par leur système d'allumage. Les explosions d'artillerie créent des impulsions électromagnétiques. Les moteurs d'avion crépitent d'interférences. Les conditions météorologiques changent constamment. Les radios AM en combat étaient affligées de parasites si sévères que les opérateurs ne pouvaient souvent pas comprendre les transmissions. Les messages devaient être répétés plusieurs fois. Des informations critiques se perdaient dans le bruit. La FM changea tout. Ces circuits limiteurs supprimaient le bruit basé sur l'amplitude. Son effet de capture se verrouillait sur le signal le plus fort, tout en supprimant les interférences. Ces circuits de silencieux signifiaient que les opérateurs n'avaient plus à écouter des parasites constants entre les transmissions. Les communications devinrent claires et fiables, même dans les pires conditions imaginables. En 1938, le colonel Roger Colton, directeur des laboratoires du corps des transmissions à Fort Monmouth, dans le New Jersey, prit ce qu'Armstrong lui-même qualifia de décision la plus difficile de l'histoire de la radio que quiconque ait jamais été appelé à prendre. Colton ordonna que toutes les futures radios militaires américaines utiliseraient la modulation de fréquence. La décision fut controversée. La FM nécessitait des circuits plus complexes que l'AM. Elle exigeait une fabrication plus précise. Elle utilisait une bande passante plus large. De nombreux ingénieurs arguèrent que la complexité supplémentaire ne valait pas les avantages. Colton passa outre leurs objections. Il comprenait ce que la FM signifiait pour les soldats au combat. Armstrong était si engagé dans l'effort de guerre qu'il offrit l'utilisation gratuite de tous ses brevets FM au département de la guerre pour la durée du conflit. L'Amérique allait entrer en guerre avec la technologie radio la plus avancée au monde, et son inventeur ne demanda rien en retour. L'armée allemande fit un choix différent. Elle resta fidèle à la modulation d'amplitude. Cette décision reflétait des différences plus profondes dans la manière dont les deux nations abordaient l'électronique. L'Allemagne avait d'excellents ingénieurs radio. Des entreprises comme Telefunken, Lorenz et Siemens produisaient des équipements sophistiqués. Leurs radios étaient bien construites et solidement assemblées. Les tubes allemands étaient standardisés pour un remplacement facile sur le terrain. La pantode universelle RV12P2000 devint le tube récepteur standard de la Wehrmacht, produit en quantités énormes. La culture militaire allemande mettait l'accent sur la fiabilité par la simplicité. Ils préféraient la technologie éprouvée à l'innovation non testée. La Wehrmacht avait remporté des victoires éclatantes en Pologne, en France et lors des premières campagnes en Russie en utilisant des radios AM. La Blitzkrieg avait conquis la majeure partie de l'Europe. Les divisions de Panzer avaient tranché les défenses ennemies avec une rapidité dévastatrice. Les communications allemandes, bien qu'imparfaites, avaient été suffisantes pour coordonner ces opérations. Pourquoi changer ce qui fonctionnait ? Mais le succès allemand avait masqué une faiblesse critique. Leur première victoire avait été remportée contre des ennemis surpris, non préparés et souvent technologiquement inférieurs. Les Polonais avaient un équipement obsolète et furent submergés en quelques semaines. Les Français furent pris au dépourvu par la rapidité de l'avance allemande et s'effondrèrent avant de pouvoir se ressaisir. Les Soviétiques, en 1941, chancelaient sous les purges qui avaient décimé leur corps d'officiers et furent repoussés de centaines de kilomètres dans les premiers mois de combat. Les communications allemandes avaient été suffisantes contre ces adversaires. Les parasites radio étaient une nuisance, pas un handicap décisif lorsqu'on combattait des ennemis déjà vaincus.
Mais les Allemands n'avaient pas encore affronté un ennemi capable d'égaler leurs compétences tactiques, tout en possédant une technologie de communication supérieure. Ils allaient bientôt découvrir ce que cela signifiait. L'industrie radio américaine avait grandi en servant un vaste marché civil. Au début des années 40, environ 90% des foyers américains possédaient un récepteur radio. Ce marché massif poussait les entreprises à rivaliser sur la taille, le coût et les performances. Les tubes à vide devinrent plus petits à mesure que les fabricants cherchaient à construire des récepteurs portables. La fabrication devint plus efficace à mesure que la production en volume faisait baisser les coûts. Les ingénieurs apprirent à intégrer plus de capacités dans moins d'espace, parce que les consommateurs voulaient des radios qu'ils pouvaient transporter. Quand la guerre arriva, cette expertise se traduisit directement en avantages militaires. L'Allemagne n'avait pas de pression de marché équivalente. Son industrie radio servait une population civile plus restreinte et subissait moins de pression concurrentielle pour miniaturiser. Les tubes allemands étaient bien conçus, mais dimensionnés pour des équipements fixes ou montés sur véhicules. Quand les ingénieurs allemands concevaient des radios militaires, ils les construisaient selon des spécifications militaires, en utilisant des méthodes militaires. Ils n'avaient pas des décennies d'expérience en électronique grand public, leur enseignant comment rendre les composants plus petits, plus légers et plus fiables. L'écart devint visible dès les premiers mois des opérations de combat américaines. Le contraste entre les attentes et la réalité allait se révéler dévastateur pour la planification stratégique allemande. En novembre 1942, les forces américaines débarquèrent en Afrique du Nord dans le cadre de l'opération Torch. C'était le premier engagement terrestre majeur américain de la guerre, et les problèmes de communication se révélèrent immédiatement. Les observateurs avancés d'artillerie repéraient les mouvements ennemis, mais ne pouvaient pas joindre les lignes de tir à temps parce que leur radio tombait en panne dans les conditions du champ de bataille. Les parasites étaient accablants. Les transmissions se brouillaient. Les messages devaient être répétés sans fin. Les unités d'infanterie perdaient le contact avec les blindés de soutien. La coordination entre les forces terrestres et l'aviation s'effondrait à répétition. L'armée, dit-on plus tard, paya de nombreuses lacunes en communication par le sang. Les échecs de l'opération Torch ne se reproduiraient pas. La solution était déjà en cours de développement à Chicago. En 1940, un ingénieur du Connecticut nommé Daniel Noble rejoignit la Galvin Manufacturing Corporation en tant que directeur de la recherche. Noble avait auparavant conçu le premier système radio bidirectionnel FM à l'échelle d'un État pour la police d'État du Connecticut. Il comprenait ce que la FM pouvait accomplir dans des conditions pratiques de terrain, pas seulement lors de démonstrations en laboratoire. Lorsque le corps des transmissions émit un contrat pour une nouvelle radio portable AM, Noble s'y opposa vigoureusement. Il déclara sans détour au colonel J.D. O'Connell qu'il estimait que c'était une grave erreur et que le domaine de développement devrait être celui d'une unité portable FM. Noble argumenta que l'AM était fondamentalement inadaptée aux conditions du champ de bataille. Aucune prouesse d'ingénierie ne pouvait surmonter les lois de la physique. Seule la FM pouvait fournir des communications fiables au combat. O'Connell fut convaincu. Le contrat fut réorienté. Noble assembla une équipe d'ingénieurs brillants à l'usine Galvin sur Augusta Boulevard à Chicago. Son principal concepteur de radiofréquences était Henryk Magnuski, un ingénieur d'origine polonaise, diplômé de l'Université Polytechnique de Varsovie en 1934. Magnuski était venu en Amérique avant la guerre pour poursuivre ses études et se trouvait encore dans le pays lorsque l'Allemagne envahit la Pologne en septembre 1939. Il ne pouvait pas rentrer chez lui. Sa famille était piégée derrière les lignes ennemies. Confronté à la brutalité de l'occupation nazie, Magnuski canalisa son angoisse dans le travail. Il se jeta dans le projet radio avec une intensité qui impressionna même ses collègues les plus acharnés. Travaillant 18 heures par jour dans l'usine de Chicago, il perfectionna circuit après circuit. Les radios qu'il contribua à concevoir participeraient à la libération de sa patrie. Chaque problème technique qu'il résolvait rapprochait cette libération. L'équipe comprenait également Marianne Bond, Lloyd Morris et Bill Vogel. Ils travaillaient de longues heures dans des conditions qui seraient plus tard décrites comme frénétiquement intenses. La guerre allait mal à la fin de 1941 et au début de 1942. Les forces américaines étaient repoussées à travers le Pacifique. Les sous-marins allemands coulaient des navires plus vite que les chantiers navals américains ne pouvaient en construire. Chaque jour de retard dans la livraison d'un meilleur équipement signifiait davantage de soldats américains mourant avec des communications inadéquates. Au printemps 1942, l'équipe disposait de 2 prototypes fonctionnels de ce qui allait devenir le SCR-300. Ils testèrent d'abord les radios à Chicago, en transmettant entre le toit du bâtiment Tropic Air et la réserve forestière de Thatcher Woods.
Les résultats dépassèrent toutes les attentes. Le cahier des charges exigeait 5 km de portée. Les prototypes atteignirent 13 km. L'équipe emmena ensuite les radios à Fort Knox, dans le Kentucky, pour des essais d'homologation officiels devant des officiers du corps des transmissions et du comité d'infanterie. C'étaient des professionnels militaires pragmatiques qui avaient vu d'innombrables technologies prometteuses échouer en conditions réelles. Ils étaient sceptiques face aux affirmations d'ingénieurs civils. La démonstration suscita ce qui fut décrit comme une réaction inhabituellement enthousiaste de la part des officiers pragmatiques de l'infanterie et du corps des transmissions qui y assistèrent. Ils comprirent immédiatement ce que cette technologie signifiait pour les soldats au combat. Le SCR-300 fonctionnait en FM de 40 à 48 MHz sur 41 canaux. Il utilisait 18 tubes à vide miniature dans un récepteur sophistiqué à double changement de fréquence, la même architecture de circuit qu'Armstrong avait inventée à Paris durant la Première Guerre mondiale. Une seule commande de réglage ajustait simultanément l'émetteur et le récepteur, simplifiant l'utilisation dans le stress du combat. Un circuit de contrôle automatique de fréquence assurait une communication claire sans réglage de précision, compensant la dérive de fréquence qui affligeait les radios moins sophistiquées. L'ensemble de l'appareil pesait environ 17 kg avec la batterie standard et offrait environ 20 à 25 heures d'autonomie. Un seul soldat pouvait le porter sur son dos et l'utiliser en mouvement. Cette mobilité était révolutionnaire. Les radios d'infanterie précédentes nécessitaient plusieurs opérateurs et ne pouvaient être utilisées qu'en position fixe. Le SCR-300 allait là où le soldat allait. Près de 50 000 radios SCR-300 furent produites pendant la guerre. Les premières unités virent le combat dans le Pacifique à Nouvelle-Géorgie en août 1943. Le colonel Francis Ankenbrandt rapporta que c'était exactement ce dont on avait besoin pour les communications en première ligne sur ce théâtre d'opération. L'épaisse canopée de la jungle qui bloquait les signaux radio conventionnels posait moins de problèmes au poste FM. En Europe, les premières unités furent acheminées par voie aérienne pour l'invasion du sud de l'Italie, à Salerne, en septembre 1943. Mais le SCR-300 n'était pas la radio que les officiers allemands avaient trouvée en Sicile. Cette distinction revenait à un appareil encore plus révolutionnaire, le SCR-536. L'idée était venue de l'observation d'un exercice de la Garde nationale à la fin des années 30. Don Mitchell, ingénieur en chef chez Galvin Manufacturing, observa comment les radios montées sur véhicules étaient abandonnées dans la boue et la confusion lorsque les troupes devaient se déplacer à pied. Les commandants perdaient le contact avec leurs hommes à l'instant où ils quittaient leur véhicule. Mitchell retourna à Chicago, convaincu que les communications militaires devaient suivre l'homme au plus haut degré possible. Il commença à concevoir une radio qui pouvait être portée dans une seule main, comme un téléphone. Le concept était radical. Personne n'avait jamais construit une radio bidirectionnelle assez petite pour être tenue comme un combiné téléphonique. Les défis d'ingénierie étaient immenses. L'appareil devait émettre et recevoir la voix clairement sur des distances utiles, tout en fonctionnant sur des batteries assez petites pour tenir à l'intérieur du combiné. Chaque composant devait être miniaturisé au-delà de tout ce qui avait été tenté auparavant en matière d'équipement militaire. Mitchell et son équipe résolurent problème après problème. Ils utilisèrent 5 tubes à vide miniatures, chacun plus petit qu'un pouce. Ces tubes étaient des produits de l'industrie américaine de l'électronique grand public, développés pour les radios civiles portables et désormais reconvertis pour la guerre. Ils conçurent une antenne télescopique d'1 mètre qui servait également d'interrupteur d'alimentation. La tirer pour allumer la radio, la repousser pour l'éteindre. Le mécanisme était assez simple pour qu'un soldat puisse l'utiliser dans l'obscurité totale ou sous le feu ennemi. L'ensemble de l'appareil pesait à peine 2,5 kg, batterie comprise, et pouvait transmettre la voix jusqu'à 1,5 km sur Terre, 5 km au-dessus de l'eau salée. Il fonctionnait en AM plutôt qu'en FM, ce qui limitait son immunité au bruit, mais sa taille compacte et sa légèreté le rendaient inestimable dans les situations où le SCR-300, plus volumineux, était peu pratique. Le corps des transmissions considéra initialement le SCR-536 comme une radio de fortune, en raison de sa portée limitée. Mais les parachutistes avaient besoin de quelque chose d'assez léger pour être transportés lors des sauts de combat. Chaque gramme comptait quand on descendait sous un parachute en territoire ennemi. La petite radio portative trouva sa mission. Dès juillet 1941, le SCR-536 était en production de masse. Environ 130 000 unités furent fabriquées pendant la guerre par Galvin Manufacturing et d'autres entreprises, dont Electrical Research Laboratories d'Evanston, dans l'Illinois.
Le SCR 536 vit le combat pour la première fois lors de l'opération Torch, en novembre 1942. En quelques mois, il était entre les mains de chaque compagnie d'infanterie américaine, et en Sicile, il tomba entre des mains allemandes. L'analyse allemande de l'équipement capturé dut être accablante. Leur propre radio portable était plus grande, plus lourde et moins performante. L'équivalent allemand le plus proche du SCR 300 était le Tornister Funkgerät D2. Il fonctionnait en AM de 33,8 à 38 MHz, avec environ 1 watt de puissance et approximativement 3 km de portée vocale. Contrairement au SCR 300 utilisable par un seul homme, le Tornister Funkgerät D2 allemand était généralement réparti entre 2 soldats pour le transport. L'un portait l'émetteur-récepteur, l'autre portait la batterie et l'alimentation reliée par un câble. Si les 2 soldats étaient séparés au combat, la radio était inutilisable. Si le câble était sectionné par un éclat d'obus, la radio était inutilisable. Le système était encombrant, vulnérable et bien moins mobile que son homologue américain. Pour les communications au niveau de la compagnie et du peloton, l'Allemagne déployait la série des Feldfunksprechgeräte. C'étaient des radios portables plus petites pour un seul soldat, mais le corps des transmissions des États-Unis les obtint et les analysa en détail. Leur évaluation classifiée, publiée dans Tactical and Technical Trends numéro 43 en janvier 1944, livra une comparaison dévastatrice. La distance sur laquelle un fonctionnement satisfaisant peut être attendu des postes allemands est théoriquement d'environ un quart de la distance sur laquelle les postes américains peuvent fonctionner. Un quart de la portée. Les radios allemandes pouvaient atteindre peut-être 500 mètres de manière fiable. Le SCR 536 américain pouvait atteindre 1,5 km. Le SCR 300 pouvait atteindre 13 km dans de bonnes conditions. Ce n'était pas une différence marginale. C'était une asymétrie fondamentale qui déterminait la manière dont les 2 armées pouvaient combattre. L'Allemagne n'avait aucun équivalent du SCR 536 portatif. Le spectre électromagnétique confirmait que les puissances de l'axe n'avaient apparemment jamais eu l'équivalent du SCR 536. La tentative la plus proche de l'Allemagne, le Kleinfunksprecher D, nom de code DORET, fut développé par Philips et n'entra en service qu'en octobre 1944, plus de 3 ans après que la radio américaine fut entrée en production de masse. Même alors, le DORET était un système en 2 pièces, nécessitant une unité radio et un boîtier de batterie séparé, avec des écouteurs externes et un microphone laryngophone. Ce n'était pas un véritable appareil portatif d'une seule pièce. Sa production fut perturbée à plusieurs reprises par les bombardements alliés des installations Philips aux Pays-Bas, et les exemplaires survivants montrent un déclin visible de la qualité des composants à mesure que la guerre progressait et que les matériaux se faisaient rares. Le déficit en cristaux de quartz aggravait les désavantages allemands. Chaque radio moderne dépend de cristaux de quartz pour maintenir un contrôle précis des fréquences. Sans contrôle par cristal, les fréquences radio dérivent à mesure que les composants chauffent, rendant difficile le maintien du contact et impossible le fonctionnement dans des environnements à canaux denses. Les États-Unis firent passer la production de cristaux d'environ 100 000 unités par an en 1939 à approximativement 30 millions d'unités par an au pic de la production en temps de guerre. La production totale en temps de guerre atteignit des dizaines de millions de cristaux, représentant l'une des plus grandes entreprises de fabrication scientifique de la guerre. L'industrie américaine résolut des problèmes de fabrication qui avaient semblé insurmontables, développant de nouvelles techniques de découpe et des procédures de contrôle qualité qui multiplièrent la production par 100. L'Allemagne, coupée des gisements de quartz brésiliens par le blocus naval allié, ne produisit qu'une fraction de ce que l'Amérique fabriquait. Les politiques d'autarcie de Göring avaient mis l'accent sur la production nationale de matériaux stratégiques, mais l'Allemagne ne possédait pas de gisements de quartz significatifs. Cela contraignit les radios allemandes à s'appuyer davantage sur des oscillateurs libres plutôt que sur un contrôle par cristal, entraînant une gestion des fréquences moins stable et une incapacité à opérer dans l'environnement de fréquences canalisées denses que les radios FM américaines parcouraient sans effort. Les conséquences tactiques de cet écart en matière de communication étaient visibles sur chaque champ de bataille où les forces américaines et allemandes se rencontraient. À la Normandie, chaque compagnie de fusiliers de la 29e division d'infanterie des États-Unis transportait 6 radios SCR 536, une pour chacune des 3 sections de fusiliers, 2 pour la section d'armes lourdes, une pour le commandant de compagnie. Au niveau bataillon-régiment, les radios dorsales SCR 300 fournissaient des liaisons vocales FM fiables. L'infanterie américaine pouvait se coordonner en temps réel à chaque échelon de commandement. Un chef de section sous le feu pouvait parler directement à son commandant de compagnie. Un commandant de compagnie pouvait parler au quartier général du bataillon. L'information circulait de haut en bas de la chaîne de commandement en quelques secondes.
L'organisation allemande standard ne plaçait la radio qu'au niveau de la compagnie et au-dessus. Les chefs de section communiquaient avec leur quartier général de compagnie par estafette, fil téléphonique ou signaux visuels. Si un chef de section allemand devait signaler un mouvement ennemi, il envoyait un homme courir à découvert, exposé au feu. Si un chef de section américain devait signaler un mouvement ennemi, il parlait dans une radio portative, et l'information parvenait à son commandant en quelques secondes, sans exposer quiconque à un danger supplémentaire. Cette différence se mesurait en vie humaine. Le système américain de centre de direction des tirs exploitait cet avantage radio avec un effet dévastateur. Les observateurs avancés, âgés en moyenne d'environ 21 ans, progressaient avec l'infanterie et transmettaient les coordonnées des cibles par radio FM à des centres de direction des tirs centralisés à l'arrière. Ces centres convertissaient les données en solutions de tir et pouvaient concentrer le feu de plusieurs batteries sur une seule cible en quelques minutes. Un jeune lieutenant avec une radio et une paire de jumelles pouvait faire pleuvoir les feux d'un bataillon d'artillerie entier sur les positions ennemies presque instantanément. Il pouvait ajuster le tir en temps réel, guidant les obus sur des cibles qui tentaient de se déplacer. Il pouvait déplacer le tir d'un objectif à un autre sans délai. Cette réactivité était impossible sans des communications radio fiables. Les radios FM étaient essentielles, car l'immunité au bruit était indispensable. Les observateurs avancés appelaient souvent un appui-feu tout en s'abritant derrière des chars, accroupis dans des trous d'obus ou progressant sous le feu. Le bruit des moteurs, les explosions et les interférences électriques les entouraient en permanence. Une radio AM aurait été inutile dans de telles conditions. Les parasites auraient noyé chaque transmission. Les radios FM perçaient à travers le chaos et délivraient des communications vocales claires, quelles que soient les conditions du champ de bataille. Le général George Patton observa que l'artillerie avait gagné la guerre. Il décrivait ce système intégré radio-artillerie. L'artillerie américaine devint l'élément le plus redouté de la puissance de combat des États-Unis, précisément parce que la radio la rendait réactive et précise. Les soldats allemands apprirent à redouter le moment où l'artillerie américaine commençait à tomber. Elle arrivait trop vite, trop précisément et trop massivement pour qu'on puisse y échapper. L'expérience allemande à la passe de Kasserine en février 1943 aurait dû fournir un avertissement amplement suffisant du potentiel américain. Le maréchal Erwin Rommel et son Afrika Korps percèrent les positions américaines inexpérimentées. Des unités se débandèrent et prirent la fuite. Du matériel fut abandonné. Les pertes américaines dépassèrent 6000 hommes. Le deuxième corps des États-Unis perdit 183 chars, 104 half-track, 208 canons et 512 camions. Environ 3000 hommes furent capturés, beaucoup d'entre eux dans les premiers jours chaotiques de la percée allemande. Mais ce qui se passa ensuite révéla quelque chose que les Allemands ne surent pas apprécier. Les Américains se rétablirent avec une rapidité stupéfiante. En quelques semaines après le désastre, ils réorganisèrent leurs forces, relevèrent les commandants incompétents et mirent en œuvre les brutales leçons tirées de l'expérience. Le général George Patton prit le commandement du deuxième corps démoralisé et le transforma par la seule force de sa volonté. Patton imposa la discipline avec une intensité impitoyable. Il exigea des standards qui semblaient déraisonnables pour des hommes qui venaient d'être mis en déroute. Mais il écouta aussi ceux qui avaient mal tourné et corrigea les problèmes systématiquement. Les tactiques s'améliorèrent, la coordination se resserra. L'appui aérien devint plus efficace. Les procédures de communication furent révisées sur la base de l'expérience réelle du combat. L'armée américaine possédait un engagement institutionnel à tirer les leçons de l'échec que les Allemands ne comprirent jamais pleinement. Après Kasserine, le commandant des forces terrestres de l'armée mena une revue exhaustive de ce qui avait mal tourné. Ces conclusions furent renvoyées au camp d'entraînement à travers les États-Unis, où elles façonnèrent la préparation des divisions qui n'avaient pas encore été déployées. Les erreurs de février 1943 devinrent le programme d'instruction de mars 1943. En mai 1943, 3 mois après Kasserine, la guerre en Afrique du Nord était terminée. 275 000 soldats allemands et italiens marchèrent vers les camps de prisonniers de guerre, plus que ceux qui s'étaient rendus à Stalingrad. Les Américains qui avaient paniqué à Kasserine comptaient désormais parmi les vainqueurs. Les combats en Sicile cet été-là fournirent la première preuve claire que les forces allemandes reconnaissaient la supériorité radio-américaine. Des unités SCR 536 furent capturées et examinées par des spécialistes des transmissions allemands. Selon certains témoignages, des postes SCR 300 tombèrent également entre les mains des Allemands. L'establishment des transmissions allemands dut affronter une réalité inconfortable. L'ennemi possédait une technologie de communication que l'Allemagne ne pouvait ni égaler ni reproduire.
La preuve de l'appréciation allemande pour l'équipement américain devint explicite lors de l'opération Greif en décembre 1944. L'SS Obersturmbannführer Otto Skorzeny, le célèbre commando qui avait libéré Mussolini de sa captivité, tenta d'équiper la Panzerbrigade 150 avec des véhicules, armes et équipements américains capturés pour une opération de déception pendant la bataille des Ardennes. Ces hommes porteraient des uniformes américains et conduiraient des véhicules américains pour semer la confusion derrière les lignes alliées. Skorzeny rencontra un obstacle inattendu. Les unités allemandes de première ligne qui avaient capturé du matériel américain le trouvaient meilleur que le matériel allemand et refusaient d'en céder une grande partie. Les soldats au combat qui avaient utilisé des radios, véhicules et armes américains capturés savaient par expérience que l'équipement était supérieur. Ils n'étaient pas disposés à l'abandonner pour une opération spéciale, aussi importante fût-elle. Skorzeny n'obtint qu'une fraction de ce dont il avait besoin. 4 automitrailleuses au lieu de véhicules blindés, 30 jeeps au lieu de chars, 15 camions au lieu de la force blindée prévue. L'opération Greif obtint un certain succès tactique en semant la confusion, mais elle n'atteignit jamais ses objectifs ambitieux, en partie parce que les unités de combat ne voulurent pas renoncer à leur matériel américain capturé. L'évaluation allemande la plus autorisée des capacités radio américaines vint après la guerre. En mars 1950, le général des troupes de transmission Albert Braun rédigea un rapport de 250 pages pour la division historique de l'armée des États-Unis, intitulé « Le renseignement radio allemand ». Braun fut le dernier chef des transmissions de l'armée et des forces armées, nommé le 1er novembre 1944 après que ses prédécesseurs, Erich Feldgiebel et Fritz Thiele, furent exécutés pour leur implication dans le complot du 20 juillet contre Hitler. Braun avait survécu à la guerre et aux purges. Il avait commandé les troupes de transmission allemandes du front de l'Est jusqu'à l'effondrement final. Il comprenait mieux que presque quiconque ce que la supériorité radio-américaine avait signifié sur le champ de bataille. Son rapport, initialement classifié confidentiel, puis déclassifié par la National Security Agency, consacre le chapitre 4, section 3, spécifiquement à l'évaluation des communications radio de l'armée des États-Unis. Le document complet est disponible dans la collection de documents Friedman déclassifiés de la NSA. Le choix structurel de Braun, consacrant une section d'évaluation formelle aux capacités radio américaines, aux côtés des évaluations des systèmes soviétiques et britanniques, reflète le sérieux avec lequel l'officier supérieur des transmissions allemand considérait la technologie de communication américaine. Ce n'était pas un facteur mineur dans la défaite allemande. C'était suffisamment significatif pour justifier une analyse formelle des décennies après la fin de la guerre. La base industrielle qui produisit ces radios n'avait aucun équivalent dans l'Axe. La Galvin Manufacturing Corporation, fondée par Paul Galvin et son frère Joseph à Chicago en 1928, il avait commencé par fabriquer des éliminateurs de batteries pour les radios domestiques, avant de créer la marque Motorola pour les autoradios en 1930. Le nom combinait motor et ola, signifiant le son en mouvement, reflétant l'orientation de l'entreprise vers l'électronique mobile. En 1936, Paul Galvin revint d'un voyage en Europe, convaincu que la guerre était imminente, et orienta la recherche de l'entreprise vers les applications militaires. Il vit ce qui se passait en Allemagne et comprit que l'Amérique serait finalement entraînée dans le conflit. Quand la guerre éclata, Galvin Manufacturing était déjà prête à produire du matériel militaire. Galvin fut en concurrence avec Hazeltine, Wilcox-Gay et Philco lors des essais d'acceptation de Fort Knox pour le contrat du SCR-300. Ils l'emportèrent grâce à la qualité de leur conception FM et à leur capacité démontrée à produire de l'électronique complexe à grande échelle. Pendant la guerre, l'entreprise produisit près de 50 000 unités SCR-300 et fut le principal fabricant des 130 000 unités SCR-536. Mais l'effort s'étendit bien au-delà d'une seule entreprise. Raytheon produisit en masse des tubes à vide miniatures et subminiatures. Ils fabriquèrent environ 80% de tous les magnétrons pour le radar et produisirent des tubes suffisamment robustes pour survivre à un tir de canon à l'intérieur de fusées de proximité. RCA fut le pionnier du format de tube miniature qui rendit les radios portatives possibles. Western Electric, la branche manufacturière d'AT&T, fournit des tubes et des composants à une échelle énorme. Sylvania développa des filaments à ultra basse consommation, essentiels pour les équipements fonctionnant sur batterie. Les laboratoires d'ingénierie du Signal Corps à Fort Monmouth, dans le New Jersey, employant environ 14 000 personnes pendant la guerre, coordonnèrent l'ensemble du pipeline de développement. L'installation adjacente de Camp Evans abritait le laboratoire conjoint armée-marine de standardisation des tubes et servait de centre principal pour le développement du radar. Les laboratoires de Fort Monmouth expérimentaient avec des émetteurs-récepteurs FM depuis 1936, posant les bases du développement rapide qui suivit.
La culture radio-civile américaine fournit un capital humain irremplaçable. En 1939, environ 51 000 Américains détenaient des licences de radio amateurs. Ces passionnés comprenaient la technologie radio par l'expérience pratique. Ils avaient construit leur propre équipement. Ils avaient diagnostiqué des problèmes. Ils avaient développé une compréhension intuitive de la propagation radio. Lorsque les transmissions amateurs furent suspendues en temps de guerre, ces opérateurs affluèrent directement dans l'armée en tant que techniciens radio et officiers des transmissions. Ils apportaient une expertise pratique qu'aucun programme de formation ne pouvait reproduire. L'Allemagne n'avait rien de comparable. Le régime nazi avait restreint l'activité radio amateur, la considérant comme une menace potentielle pour la sécurité. Les soldats allemands recevaient une formation formelle, mais il manquait de l'expérience pratique qui venait d'années de pratique amateur. Au jour J, le Signal Corps fit face à un défi sans précédent. L'invasion de la Normandie nécessiterait la coordination du plus grand assaut amphibie de l'histoire, à travers 5 plages, s'étendant sur 80 km de littoral. Des milliers d'avions fourniraient un appui aérien. Des centaines de navires de guerre bombarderaient les défenses côtières. Des dizaines de milliers de soldats débarqueraient dans la première vague seulement. Chaque élément de cette opération massive devait communiquer avec chaque autre élément. Le Signal Corps estima qu'il avait besoin d'environ 90 000 émetteurs pour l'opération Overlord. Les canaux radio dépassaient les fréquences disponibles dans un rapport de 7:1. Le spectre électromagnétique au-dessus des plages de Normandie serait plus encombré que sur n'importe quel champ de bataille de l'histoire. Si les radios interféraient entre elles, si les fréquences dérivaient et se chevauchaient, l'opération entière pourrait sombrer dans le chaos. La solution ? Réduire les bandes de garde entre les canaux à aussi peu que 4 kilocycles fut rendue possible par la précision FM contrôlée par cristal. Sans contrôle par cristal, les émetteurs dériveraient vers les canaux adjacents et créeraient des interférences. Avec le contrôle par cristal, les fréquences restaient exactement là où elles devaient être, et des milliers de radios pouvaient fonctionner simultanément sans interférence mutuelle. Les 71 millions de cristaux de quartz que l'industrie américaine avait produits rendirent cela possible. Les radios allemandes, manquant de contrôle par cristal en quantité suffisante, n'auraient jamais pu gérer une allocation de canaux aussi dense. Cela fonctionna. Dans les 3 premières semaines après les débarquements, seuls environ 80 plaintes d'interférence furent enregistrées parmi tous les émetteurs. C'était une réalisation remarquable dans l'environnement électromagnétique le plus encombré de l'histoire. Et cela passa presque inaperçu, parce que cela fonctionnait, tout simplement. L'armée déploya 1000 radios FM SCR 610 en réserve contre le brouillage AM ennemi pendant la phase d'assaut. Les planificateurs américains comprenaient que les Allemands pourraient tenter de brouiller leur communication. La FM offrait une résistance inhérente au brouillage que l'AM ne pouvait égaler. Les plages étaient le chaos. Des hommes mouraient dans les vagues. Du matériel fut perdu. Des unités débarquèrent au mauvais endroit, mais les communications tinrent. Les commandants pouvaient parler à leurs subordonnés. Les observateurs avancés pouvaient joindre la flotte. Les navires d'artillerie pouvaient recevoir les données de ciblage. Le réseau invisible de liaison radio qui connectait tous les éléments de la force d'invasion resta intact parce que les radios FM américaines fonctionnaient là où les radios AM auraient échoué. Pendant la bataille des Ardennes, le SCR-300 devint ce qu'une source appela l'équipement clé pour empêcher la confusion pendant l'offensive allemande. Le mauvais temps de vol et l'épaisse canopée forestière clouèrent au sol l'appui aérien allié pendant des jours critiques. Le brouillard et les nuages bas qui gênaient les avions perturbaient aussi la signalisation visuelle. Les observateurs avancés au sol avec des liaisons radio devinrent le moyen principal de diriger le feu d'artillerie américain dévastateur contre l'avance allemande. Sans ces radios, la percée allemande aurait pu réussir. Les Panzers qui percèrent les lignes américaines furent arrêtés non par l'aviation, mais par l'artillerie dirigée par des observateurs utilisant des radios FM. Dans le Pacifique, le SCR-300 se révéla essentiel en terrain de jungle, où la ligne de vue était limitée et les communications filaires étaient constamment coupées par l'artillerie, la faune et la pourriture. Le fil téléphonique tendu à travers la jungle était coupé en quelques heures par des créatures allant des rats aux éléphants. La radio était le seul moyen de communication fiable dans de telles conditions. Après la performance désastreuse des radios AM à Tarawa en novembre 1943, le corps des Marines abandonna entièrement son équipement AM et adopta les postes FM de l'armée de terre. Ce fut un soutien institutionnel décisif à la supériorité de la FM. Les Marines avaient appris à leurs dépens ce qui se passait quand les communications échouaient sous le feu. Ils n'étaient pas disposés à subir ces échecs à nouveau. Les hommes qui conçurent ces radios affrontèrent leurs propres épreuves. Henryk Magnowski, l'ingénieur polonais qui détient 3 brevets sur le SCR-300,
travaillait en sachant que sa patrie était sous occupation nazie et que sa famille était en danger. Il canalisa cette conscience dans son travail. Chaque circuit qu'il concevait, chaque problème qu'il résolvait, rapprochait la défaite de l'Allemagne nazie. Edwin Armstrong, dont la technologie FM rendit le SCR-300 possible, fit face à un autre type de tragédie. Après la guerre, RCA choisit de donner la priorité à la télévision plutôt qu'à la radio FM. David Sarnoff, directeur de RCA et autrefois ami proche d'Armstrong, bloqua le développement commercial de la FM. RCA fit pression avec succès auprès de la FCC pour déplacer la bande FM de 42 à 50 MHz vers 88 à 108 MHz, rendant obsolète environ 400 000 récepteurs FM existants. RCA revendiqua ensuite son propre brevet FM et utilisa la technologie sans payer de redevance. Armstrong y tenta un procès en 1948. Le litige consuma sa fortune et sa santé. Le 31 janvier 1954, Edwin Howard Armstrong se jeta dans le vide depuis son appartement au 13e étage à Manhattan. Son épouse Marianne finit par obtenir plus de 10 millions de dollars en règlement de 21 procès pour contrefaçon, réhabilitant son héritage. Mais l'inventeur de la technologie qui avait contribué à gagner la guerre mourut brisé par des batailles juridiques contre une entreprise qui devait son activité radio à son génie. Daniel Noble continua chez Motorola après la guerre, devenant finalement président du conseil d'administration. L'entreprise qu'il avait contribué à bâtir devint l'un des géants de l'électronique américaine, développant des technologies allant des beepers au téléphone portable. Henryk Magnuski resta en Amérique, incapable de retourner dans la Pologne communiste après que les soviétiques eurent remplacé les nazis. Il continua à travailler comme ingénieur jusqu'à sa retraite. Sa contribution à la victoire fut largement oubliée du public, mais restait dans la mémoire de ceux qui comprenaient la technologie radio. Les radios elles-mêmes passèrent dans l'histoire. Le SCR-300 fut finalement remplacé par des modèles plus récents. Le SCR-536 devint un objet de collection recherché par les passionnés d'antiquités militaires. Quelques-uns fonctionnent encore, leurs tubes brillant toujours après 80 ans. Ce sont des vestiges d'un moment où l'innovation américaine, l'industrie américaine et la détermination américaine se combinèrent pour produire des outils de guerre que leurs ennemis ne pouvaient égaler. Les experts allemands qui examinèrent cette radio capturée en Sicile en 1943 regardaient plus qu'un simple équipement. Ils regardaient la preuve d'un écart industriel et technologique que l'Allemagne ne pourrait jamais combler. Leur pays avait des ingénieurs brillants et des soldats courageux, mais l'Amérique possédait quelque chose qui manquait à l'Allemagne. Une industrie électronique façonnée par des décennies de concurrence sur le marché grand public, une culture de l'innovation portée par la pression commerciale, des dizaines de milliers de radioamateurs qui comprenaient la technologie par l'expérience pratique, et un inventeur nommé Edwin Armstrong, qui donna à son pays une technologie révolutionnaire sans rien demander en retour. L'écart qui comptait. Le plus important n'était pas une spécification unique, mais ce que la densité radio permettait au niveau tactique. Considérez ce que cela signifiait en termes pratiques. Un commandant de compagnie allemand repère des chars américains qui approchent de sa position. Il a besoin d'un appui d'artillerie. Il envoie un coureur au quartier général du bataillon avec la demande. Le coureur met 5 minutes pour atteindre le quartier général, en supposant qu'il survive à la traversée du terrain découvert. L'état-major du bataillon évalue la demande et la transmet à l'artillerie. Encore 5 minutes. L'artillerie calcule les solutions de tir et commence à tirer. Le temps que les obus commencent à tomber, 15 ou 20 minutes se sont écoulées. Les chars américains ne sont plus là où ils ont été signalés. Le tir tombe sur un terrain vide. Un commandant de compagnie américain repère des chars allemands qui approchent de sa position. Il parle dans son SCR-300. Le message atteint un observateur avancé en quelques secondes. L'observateur avancé contacte par radio le centre de direction des tirs. En quelques minutes, des obus d'artillerie tombent sur la position exacte des chars allemands parce que l'observateur avancé peut les voir et ajuster le tir en temps réel. Les chars allemands sont détruits avant de pouvoir se rapprocher de la position américaine. Ce scénario s'est répété des milliers de fois sur tous les théâtres de la guerre. Les Américains pouvaient observer, signaler et répondre plus vite que les Allemands parce que leur technologie de communication permettait une vitesse de coordination que l'équipement allemand ne pouvait égaler. Ce n'était pas que les soldats allemands étaient moins courageux ou les officiers allemands moins compétents. Ils ne pouvaient tout simplement pas traiter l'information et répondre aux situations changeantes aussi rapidement que les Américains équipés de radio FM. Les preuves sont documentées dans des sources primaires qui existent encore aujourd'hui. Le rapport d'Albert Prawn est disponible auprès de l'Agence nationale de sécurité. Les évaluations du corps des transmissions sont conservées dans les archives militaires. Les spécifications techniques des radios américaines et allemandes peuvent être vérifiées à partir des manuels originaux. Cette histoire n'est pas de la mythologie.
C'est de l'histoire consignée par les participants et vérifiable par quiconque est disposé à examiner les archives. Les nations sous-estiment encore leurs adversaires. Les dirigeants confondent encore leurs suppositions avec la réalité. Le haut commandement allemand croyait ce qu'il voulait croire au sujet de l'industrie et de la technologie américaine. Il voyait ce qu'il s'attendait à voir plutôt que ce qui existait réellement. Le coût de cette erreur de jugement se mesura en champs de bataille perdus, en campagnes échouées, et finalement en la défaite totale de l'Allemagne nazie. Les usines qui ont construit le SCR 300 et le SCR 536 ont pour la plupart disparu aujourd'hui. L'usine Galvin sur le boulevard Augusta à Chicago a depuis longtemps été remplacée. Fort Monmouth a été fermé par la commission de réalignement et de fermeture des bases en 2011. Les ingénieurs qui ont conçu ces radios sont décédés. Henryk Magnuski est mort en 1978. Daniel Noble est mort en 1980. Les soldats qui ont porté ces radios au combat sont chaque année de moins en moins nombreux. Mais les leçons demeurent. Les guerres ne se gagnent pas seulement par le courage et la détermination. Elles se gagnent par le travail discret des ingénieurs et des ouvriers d'usine. Par des inventeurs qui résolvent des problèmes que d'autres pensaient impossibles. Par des industries capables de produire non seulement des armes, mais les technologies qui rendent les armes efficaces. Edwin Armstrong a inventé une technologie qui a sauvé d'innombrables vies, et les entreprises de son propre pays l'ont poussé au suicide. Henryk Magnuski fut une tyrannie pour aider à en vaincre une autre, puis n'a pas pu retourner dans sa patrie, parce qu'une nouvelle tyrannie avait remplacé l'ancienne. L'histoire de la technologie est souvent une histoire de tragédie humaine aux côtés de l'accomplissement humain. Une radio portative qui pesait 2,5 kg, une radio de dos qui traversait les parasites. Ce furent les outils qui ont aidé à vaincre l'Allemagne nazie. Ils méritent qu'on s'en souvienne. Si vous avez trouvé cette histoire aussi captivante que nous, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo. Cela nous aide à partager davantage d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous pour rester connecté à ces histoires méconnues. Chacune compte, chacune mérite qu'on s'en souvienne, et nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous regardez. Notre communauté s'étend à travers le monde. Des vétérans passionnés d'histoire, vous faites partie de quelque chose de spécial ici. Merci d'avoir regardé et merci de préserver ces histoires.